far from Earth, but frighteningly close to hell. A new dimension in terror. Nowhere to run, no escape. Has a very familiar face. I am forever. 500 years ago, a mystical box was created. The key that unlocked the door to absolute evil. Oh my God. From one generation to the next, the descendants of its creator have been cursed. Kill them all. Now, the evil must be stopped to close the gates of hell forever. Welcome to Oblivion. Hellraiser Bloodline. Bloodline est la plus misérable expérience de ma carrière. Ce sont les mots de Doug Bradley, célèbre interprète de Pinhead, pour qualifier ce 4e épisode. Hellraiser Bloodline est un film maudit comme il en existe parfois dans le cinéma. C'est une œuvre de la trempe d'un Highlander 2 ou d'un Halloween 6, un film à la production catastrophique et à l'échec retentissant. Une œuvre reniée par ses créateurs, le reflet d'une déception immense, d'un échec artistique sans précédent. Hellraiser Bloodline, c'est le film qui va briser la saga Hellraiser au point qu'on ne reverra plus un seul épisode au cinéma pendant de très longues années. À la base du projet, il y a pourtant une idée de génie. Clive Barker et Peter Atkins avaient imaginé une histoire complètement différente des autres autour de l'univers Hellraiser. L'idée était de créer une intrigue qui s'intéresserait aux origines de la création de la fameuse boîte, porte d'entrée vers le monde des Cénobites. L'intrigue devait s'étaler sur 3 époques différentes: le XVIIIe siècle, époque à laquelle la boîte puzzle fut construite, le présent où l'on aurait vu le descendant du créateur de la boîte tenter de détruire celle-ci, et le futur où l'on aurait vu un descendant plus lointain encore tenter à son tour de détruire cette boîte et réussir. Cet épisode devant évidemment s'imposer comme une conclusion impressionnante à l'image des 2 premiers films de la saga. Le projet intéressa les producteurs de Miramax qui ne tardèrent pas à lancer la production du 4e volet. Jusqu'ici, tout va bien. Le projet semble être en béton, les erreurs du 3e volet semblent avoir été assimilées. Peter Atkins, le scénariste de tous les films de la saga, est toujours présent. Clive Barker, grand initiateur de la franchise, est lui aussi toujours présent. Tout porte à croire que le projet peut réellement cartonner. Barker est même pressenti à la réalisation, malheureusement il va devoir refuser à cause d'un emploi du temps surchargé. On pense alors à un certain Guillermo del Toro ou encore Stuart Gordon pour mettre en scène ce film. Malheureusement encore, les deux vont décliner la proposition. Le projet tombera finalement entre les mains de Kevin Wagner, spécialiste des effets visuels sur certains gros films d'horreur des années 80, comme Certain Freddy ou encore le 4e volet de Vendredi 13. C'est à partir de cet instant que les premiers problèmes vont survenir. Les producteurs de chez Miramax et de sa filiale Dimension Film veulent garder la mainmise totale sur le projet. Ils vont imposer 6 réécritures du scénario avant de bien vouloir lancer le tournage du film, qui sera doté d'un budget trop rikiki, 4 millions de dollars à peine, au vu de l'envergure de l'intrigue. Hellraiser Bloodline raconte donc d'abord l'histoire de Paul Merchant, scientifique au 22e siècle, qui s'apprête à ouvrir la boîte puzzle dans une station spatiale afin de pouvoir détruire les Cénobites. Malheureusement pour lui, il va être arrêté par des militaires à qui il va devoir révéler le lourd secret familial qu'il porte en lui. On bascule ainsi au XVIIIe siècle où nous suivons un fabricant de jouets prénommé Le Marchand qui crée une boîte puzzle simple pour un duc. Le problème c'est que ce dernier est un sataniste et qu'il fait de cette boîte puzzle un portail vers l'enfer. Une certaine Angélique deviendra à l'issue de cette malédiction lancée sur la boîte la maîtresse des Cénobites. Sauf qu'elle reviendra au XXe siècle, peu de temps après les événements d'Hellraiser 3 où cette fois-ci c'est Pinhead qui est à la tête des Cénobites. Il va donc y avoir une confrontation entre les deux, tandis que Merchant tente de détruire la boîte à jamais. 4 millions de dollars pour une histoire aussi vaste que compliquée, c'est un petit peu léger. Et les producteurs ne cesseront jamais de mettre des bâtons dans les roues du réalisateur. Alors que le projet débute dans sa phase de post-production, les producteurs réclament une première projection d'urgence. Le film est alors loin d'être terminé et lorsqu'ils découvrent que Pinhead, la figure emblématique de la saga, n'apparaît pour la première fois que vers le 2e tiers du film, ils décident d'imposer à Wagner le tournage de nouvelles séquences et un montage calibré pour que Pinhead apparaisse beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps. Wagner accepte à contre-cœur, il sent que la paternité du film commence à lui échapper, mais il exécute les ordres sans discuter. Malgré ça, les producteurs vont continuer à demander encore plus de changements, et au bout d'un moment, c'est plus possible pour Wagner, il craque.
Voyant qu'Hellraiser Bloodline ne ressemble plus au projet dont il était initialement prévu qu'il mette en scène, il démissionne et quitte sa casquette de réalisateur en pleine post-production. Hellraiser 4 se retrouve donc sans réalisateur pour finir le film. Miramax engage donc en catastrophe un certain Joe Chappelle, qui à l'époque était dans la merde totale sur le montage d'Halloween La Malédiction. Ce film a connu les mêmes déboires artistiques qu'Hellraiser Bloodline la même année, à croire que le bonhomme aime se faire du mal, ce qui est un petit peu ironique quand on sait de quoi parle Hellraiser. Joe Chappelle récupère ainsi une œuvre déjà charcuté au montage. Le bonhomme ne tiendra que 2 mois. Il finit le massacre imposé par les producteurs, il retourne quelques séquences et monte ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voyant le désastre artistique du film, Chappelle décidera de renier complètement ce film, tout comme Wager. Hellraiser Bloodline sort en 1996 avec plusieurs mois de retard, réalisé par Alan Smithy. Pour ceux qui ne connaissent pas Alan Smithy, il s'agit en réalité d'un pseudonyme utilisé le plus souvent aux États-Unis par des réalisateurs qui ont été soit virés du film qu'ils ont réalisé, soit mécontents de ce dernier. Aujourd'hui, on peut dire que la paternité du projet revient essentiellement à Kevin Wager. Néanmoins, au vu du bordel qu'a été la production de ce film, on peut largement comprendre pourquoi il ne souhaite plus être assimilé à celui-ci. Le film sera un échec au box-office, tuant définitivement la saga au cinéma. Pour apprécier Hellraiser Bloodline, c'est assez compliqué. La première fois qu'on l'observe, on sent qu'on a affaire à un film malade, complètement à côté de ses pompes. On sent dans les images tout le poids d'une production foirée. N'ayant pu voir que la version sortie en France à l'époque, je ne pourrai malheureusement pas vous faire un comparatif des différents montages du film. Il existe sur le net de très bons sites spécialisés qui proposent un comparatif entre les différentes versions de ce 4e volet. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en voyant ce film, j'ai ressenti une énorme déception. Une déception qui va au-delà du simple fait d'avoir observé un mauvais film. Hellraiser Bloodline, dans sa version cinéma, a perdu tout le charme des premiers volets. Le film va plus loin dans la surenchère, seulement avec un budget de 4 millions de $, on a du mal à y croire. L'atmosphère envoûtante des précédents volets n'est pas présente, même si par moments on ressent la volonté du metteur en scène de vouloir faire la conclusion tant attendue. C'est très difficile d'émettre un avis sur ce film. La version cinéma, la version la plus courante, est une œuvre pas finie, qui n'a pas été réalisée comme elle aurait dû être réalisée. Le projet Hellraiser Bloodline tel qu'il était parti aurait sans doute eu un rendu final qui aurait largement surclassé Hellraiser 3. À cause du development Hell du projet, à cause des multiples rebondissements de ce tournage catastrophe et du rendu final du film, on ne peut que se rendre compte de ce qu'aurait été le film s'il avait été réalisé dans des conditions plus favorables et plus stables. Hellraiser Bloodline n'est pas le film qu'il aurait dû être. C'est vraiment le sentiment que j'ai quand j'observe ce long métrage. Pour moi, le film que j'ai vu n'est pas Hellraiser 4. C'est juste une idée qui nous propose ce qu'aurait dû être un vrai Hellraiser 4. De fait, c'est une œuvre que je me garderais bien de critiquer en détail, car ce serait comme analyser du vide. Néanmoins, je vous recommande tout de même de voir ce film pour voir l'effet particulier que ça fait d'observer une œuvre malade qui est le résultat de la torture d'un projet qui avait tout de remarquable. Après cette énorme déception, Clive Barker décidera de couper durablement les ponts avec la licence Hellraiser. Peter Atkins fera de même. Les initiateurs de la saga vont abandonner leur franchise. Hellraiser, pour eux, c'est terminé. Ça n'empêchera pas la franchise de continuer à exister avec tout ce que ça implique de bon et surtout de mauvais. Ainsi s'achève cette rétrospective sur la saga Hellraiser. Bien sûr, j'ai fait exprès de ne pas revenir sur les épisodes suivants. Je reviendrai en détail sur la mise en place du 5e volet lors de la vidéo critique d'Hellraiser Inferno, et il en sera de même pour les autres épisodes. J'espère avoir permis aux personnes pour qui cette saga n'évoquait rien de s'intéresser à cet univers particulièrement passionnant du cinéma fantastique. La mythologie Hellraiser est pour moi l'une des mythologies les plus intéressantes du cinéma. Hellraiser possède une force incomparable. Les 2 premiers films ont su installer à eux deux une atmosphère exceptionnelle tout en y mêlant un scénario contre nature mais qui trouve parfaitement sa place dans l'évolution du genre. Clive Barker, en écrivant The Hellbound Heart, en nous proposant une adaptation tout simplement incroyable de son œuvre, en gardant un œil sur l'intégrité artistique de sa franchise, nous a offert un beau cadeau. Hellraiser parlera à tous les fans du cinéma d'horreur autant qu'à tous les fans de fantastique. Même si les suites sont d'une qualité discutable, même si le 4e volet a souffert d'une production désastreuse, je vous recommande personnellement l'intégralité de cette saga. La période de Noël approche, voilà un cadeau sympa que vous pourriez faire à un proche passionné de cinéma fantastique, le coffret Hellraiser. Pour moins de 20 €, vous pouvez le trouver sur internet. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour la critique d'Hellraiser Inferno. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.